Au matin du 1er septembre 1715, Louis XIV s'éteint en sa chambre du château de Versailles, emporté en 23 jours par une terrible maladie, une gangrène fulgurante. Confronté comme tout homme à la mort, le roi Soleil sut l'affronter avec le panache et l'éclat qu'il avait affiché pendant tout son règne. Quand il s'agit de Louis XIV, il est souverain. Il se doit aussi de donner le spectacle d'une bonne mort, d'une grande mort, qui servira d'exemple pour l'ensemble de ses sujets. Toute sa vie, il a été soucieux d'asseoir sa réputation, de la faire reconnaître par des hauts faits, par des réalisations plus magnifiques les unes que les autres. Eh bien, la bonne mort participe de cette politique de prestige. La mort dont il va donner le spectacle à l'Europe entière va lui permettre de laisser une trace durable dans l'histoire. On a ce monarque qui est une sorte de machine à régner qui ne laisse rien transparaître. Et même sa mort fait partie aussi de son métier, c'est-à-dire qu'un roi naît, vit et meurt en public. Et là, sa mort, il va lui être donné de la travailler pour en faire le dernier acte de son rôle de roi. Le fastueux domaine de Versailles, que Louis XIV avait créé de toutes pièces, s'avéra le cadre idéal pour jouer cette tragédie finale. Mais c'est dans son palais de Marly, où il avait pris ses quartiers d'été depuis 2 mois, et où il aimait mener une vie détendue loin du protocole de Versailles, que son déclin commença au mois d'août 1715. La cour est installée, comme tous les étés, depuis le 12 juin à Marly. L'état de santé du roi est un peu déclinant, il est sujet à quelques vertiges, mais bon, on ne s'inquiète pas plus que ça. Et puis le 10 août, eh bien, il ressent un mal à la jambe gauche. Il rentre à Versailles, où il continue à vivre comme si de rien n'était. Il fait même une promenade le lendemain dans le jardin de Trianon. Il continue sa vie de souverain, il se rend à la chapelle pour assister à la messe, il tient le conseil, il prend ses repas en public. Certes, il mange peu, il a la nausée. Il maintient ce rituel du repas. Il se rend encore chez Madame de Maintenon, son épouse, pour écouter de la musique. Tout se passe normalement à l'ordinaire. On est à Versailles. Cette date du 10 août, en fait, c'est finalement la date symbolique de la dernière maladie du roi et on pourrait dire aussi le début de la fin, en quelque sorte. Et à partir de cette date du 10 août, eh bien, on a comme une sorte de compte à rebours et on suit eh bien, heure par heure, parfois minute par minute, eh bien, l'agonie du roi jusqu'à son dernier souffle. Les proches de Louis XIV ont relaté dans leurs écrits toutes les étapes de son crépuscule. Leurs récits ont traversé 3 siècles, notamment le mémoire du marquis de Dangeau, un intime et fidèle du couple royal, ou encore les lettres de la princesse Palatine, belle-sœur de Louis XIV, dont le roi appréciait l'humour et la franchise. Personnage féminin incontournable de la cour, la Palatine a tenu une abondante correspondance, plus de 60 000 lettres où elle raconte la vie de cour à Versailles. Quant à Madame de Maintenon, que le roi épousa secrètement en secondes noces, elle partagea les 30 dernières années de sa vie jusqu'au dernier souffle du souverain. Elle livre au fil des lignes des confidences plus intimes sur les émotions de Louis, l'homme caché derrière ses habits de roi. Au début de sa dernière maladie, Louis XIV est un vieillard qui s'apprête à fêter ses 77 ans. Un record de longévité pour l'époque, et cependant, son moral est en berne. En 1715, la cour de Versailles est assez vieillissante. Beaucoup de courtisans âgés qui ont connu le roi lorsqu'il était jeune, qui sont restés fidèles, sont là. Versailles est plutôt synonyme d'ennui. Versailles n'est plus du tout synonyme de création et d'audace intellectuelle. Les choses qui se passent beaucoup plus à Paris.
Cette ambiance plus austère de la fin du règne est surtout due au vieillissement du roi. Il est moins enclin à goûter des divertissements qui font plaisir à la jeunesse. Et puis il a autour de lui Madame de Maintenon, qui elle aussi est une dame assez âgée, elle a 3 ans de plus que lui. Et le couple vieillissant a tendance à se replier sur lui-même, surtout que toutes les personnalités brillantes du règne ont disparu en 1715. Il a perdu ses ennemis les plus acharnés, Guillaume d'Orange, Léopold d'Autriche, et il n'a plus d'ennemis, il leur a survécu. Il a perdu ses plus grands hommes, ses généraux, ses artistes, les Colbert, les Louvois, les Mignard, les Lebrun, les Vauban. Tous ceux-là ont disparu, tous ces grands hommes ont disparu. Puis on est en 1715, finalement le 18e a déjà commencé. Louis XIV, il voit tout changer autour de lui, la société a évolué, les hommes des Lumières sont déjà là. Et finalement il est seul aussi dans son siècle, ce nouveau siècle qui ne peut pas commencer, il est là comme un dernier rempart. Louis XIV gouverne la France depuis 72 ans. Un règne interminable, le plus long de l'histoire, toute période et tout pays confondus. Les Français sont lassés de ce roi qui semble immortel, qui a survécu à sa propre descendance, littéralement décimé en à peine 2 ans, entre 1711 et 1712. Ça a d'abord été le fils de Louis XIV, le dauphin, qui meurt en 1711, puis ensuite son petit-fils, le duc de Bourgogne, puis l'épouse de ce dernier, la duchesse de Bourgogne, et leur enfant, l'arrière-petit-fils de Louis XIV, l'aîné des arrière-petits-fils, qui meurt aussi en 1712. Et donc, qui reste-t-il? Le petit duc d'Anjou, il a 2 ans, c'est le futur Louis XV, le dernier arrière-petit-fils. Et c'est donc sur ce petit enfant à la santé très fragile que repose tout l'avenir de la monarchie française. Louis XIV est très éprouvé par cette série de deuils. Il continue quand même avec courage à gouverner le royaume. Mais Madame de Maintenon le raconte très bien. Parfois, il vient seul dans son appartement. Elle le dit, on ferme la porte, nous ne sommes que 2. Et là, il lui prend des pleurs dont il n'est plus le maître. C'est un roi résigné, c'est un roi meurtri par l'existence et par les malheurs qui ont frappé sa famille. C'est un roi qui attend la mort. De plus en plus isolé, Louis XIV est un roi détesté par son peuple qui ne supporte plus les incessantes campagnes militaires menées depuis le début du règne. En particulier la dernière, la guerre de succession d'Espagne, dont les 15 ans de combat ont ruiné le pays. La France traverse une période très difficile, et notamment en pleine guerre d'Espagne, alors que le trésor royal est déjà épuisé. Eh bien, c'est ce qu'on appelle le petit âge glaciaire. Il fait -20 à Paris. Les hivers sont particulièrement rigoureux. Quand on dit rigoureux, les mémorialistes disent le vin gèle dans les carafes à l'intérieur, on ne peut plus écrire parce que les encriers sont gelés. Les conditions sont catastrophiques pour le peuple. C'est la famine avec son lot d'épidémies et d'émeutes. Il y a des émeutes de la faim. Et cette épreuve, en plus dans cette guerre d'Espagne, eh bien, c'est plus d'1 million de morts, c'est-à-dire plus de 5% de la population qui meurt dans ces années. La France est exsangue. C'est dans ce contexte de crise financière et d'impopularité que Louis XIV amorce son crépuscule. Durant le week-end qui suit son retour de Marly, il ressent à nouveau des douleurs à la jambe gauche. Et dès le matin du lundi 12 août, il est examiné par son médecin. Son premier médecin, qui était donc Fagon, pose le diagnostic le lundi. Il s'agit d'une sciatique. Il se trompe, bien entendu, mais il va s'acharner sur ce diagnostic pendant plus de 12 jours, ce qui va faire perdre un temps précieux. Fagon était sans doute le très grand médecin de Louis XIV. Ils sont nés la même année, 1638. Et c'est vrai que le fait que le médecin et le patient aient le même âge a dû créer une forme de connivence, de complicité, peut-être de complémentarité. Le roi se confie à lui, il a la confiance du roi, et à la cour, Fagon est vraiment extrêmement respecté. Autour du premier médecin, il y a plusieurs dizaines de médecins, de chirurgiens, et de personnes qui sont rattachées à l'entretien, à la surveillance, à la guérison du corps royal. Il existe un curieux document qu'on nomme le journal de santé du roi Louis XIV, qui est donc le journal au jour le jour de la santé du roi, rédigé par ses 3 premiers médecins tout au long de sa vie. D'abord Vallot,
pendant son enfance et durant la première partie de sa vie, puis d'Aquin, et puis ensuite Fagon pendant la dernière partie du règne. Au fil des pages, on se rend compte véritablement que Louis XIV, eh bien, c'est Louis le malade. Il a été soumis toute sa vie à toutes sortes de maladies, plus ou moins graves, des fièvres, des migraines, des coliques néphrétiques, des embarras, des vertiges, etc. Mais ces médecins, ils ont surtout eu la chance d'avoir un patient idéal, parce qu'il a une robuste constitution qui fait qu'il se remet de lui-même. C'est une force de la nature, Louis XIV. Si son état normal était la maladie, cette robustesse l'aidera à se sortir des maux les plus graves. Saigner quand il était encore un nourrisson, petite vérole à 9 ans, blénorragie à 17 ans, une fièvre typhoïde à 22 ans qui a failli l'emporter et lui a fait perdre ses cheveux, le condamnant à porter des perruques à vie. Puis la rougeole à 24 ans, le ver solitaire qui lui donnait un appétit d'ogre à 32 ans, et à 47 ans, il subira une opération si délicate et si impressionnante qu'on la baptisera la grande opération. La maladie la plus célèbre de Louis XIV et dont la guérison a été le plus célébrée, c'est sans aucun doute évidemment la fistule dont il souffre en 1686. Le roi a une fistule anale, c'est-à-dire qu'il a une sorte de petit conduit qui s'est formé entre son anus et son côlon, qui s'est infecté, qui est très douloureuse. Félix de Tassy, son premier chirurgien, essaye par tous les moyens de résorber l'abcès, etc. Mais finalement, l'opération est inévitable. Elle a été réalisée donc à Versailles, dans la chambre du roi, mais dans le plus grand secret. Sauf que certains malades, eux aussi de fistules, à l'hôpital de Versailles, ont été utilisés comme cobayes. C'est-à-dire que le chirurgien s'est exercé, s'est fait la main. Et Félix de Tassy, eh bien, il crée pour cette opération un bistouri avec une sorte de sonde flexible pour éviter justement la douleur. Un bistouri que l'on dit recourbé à la royale. Il introduit cette sonde, il procède à l'opération. Le roi est au bord de son lit. Il subit cette opération, évidemment sans aucune anesthésie, avec les risques d'infection que cela suppose. Il n'y avait pas d'antiseptique à l'époque. Et il supporte la douleur, eh bien, nous dit-on, avec toute la constance possible. Et il demande à son chirurgien eh bien, de le traiter finalement comme n'importe quel sujet, afin que sa main ne tremble pas. L'opération est finalement un grand succès. Dans la foulée, Louis XIV préside le conseil, et puis il remonte à cheval dès le 4 mars. Alors ça, c'est tout à fait un signe, en tout cas, de guérison complète. Même souffrant, Louis XIV poursuit son travail auprès de ses ministres. Sa dernière apparition officielle en public a lieu le 13 août, jour où il donne l'audience de congé à l'ambassadeur de Perse. Et alors qu'il tient à peine debout, il le reçoit eh bien, pendant des heures, sanglé dans un costume d'or et de velours noir, entièrement incrusté de diamants, d'une lourdeur extraordinaire, nous dit-on, qu'il est obligé de le quitter immédiatement après dîner. Cela le fatigua fort, nous dit-il. Et ensuite, après, il préside le conseil comme si de rien n'était. L'audience de congé s'est déroulée dans la salle du trône, le salon d'Apollon, qui est au cœur de la représentation du pouvoir royal. L'un des murs est orné du portrait le plus célèbre de Louis XIV en costume de sacre, peint par Hyacinthe Rigaud en 1701. Ironie du destin, le souverain se retrouve une fois de plus face à ce tableau qui le représente dans toute sa majesté, avançant sa jambe gauche, fine et élégante. Bon, sur ce portrait, c'est vrai, le roi montre sa jambe, et c'est cette jambe qui est justement gangrénée. Mais bon, le roi, à ce moment-là, ignore complètement qu'il a la gangrène. La maladie évolue et ce qui inquiète le plus tout le monde, et en premier lieu son médecin, c'est qu'il ne dort plus. Le fait qu'il ne dort plus, ça veut dire évidemment que la douleur, à partir de ce moment-là, à partir du 14 août, ne le lâche plus. Le 14 août, le roi souffre tellement qu'il ne peut plus marcher. Il se fait conduire en fauteuil pour une dernière messe à la chapelle royale de Versailles, que Louis XIV fréquentait tous les jours. À 10h, il y avait la messe. Et cette chapelle royale de Versailles, qu'il voit donc ce 14 août pour la dernière fois, c'est en quelque sorte son testament architectural. En tout cas, c'est l'œuvre qui pour lui est la plus importante à la fin du règne. 2 millions de livres pour la construction de la chapelle royale de Versailles. Il faut s'imaginer, c'est tout à fait considérable. C'est 3 fois le budget de la Galerie des Glaces, par exemple.
cette chapelle royale, elle a 2 étages, comme n'importe quelle chapelle palatine, mais qui prend ici une dimension tout à fait inouïe. Et donc, en bas, la cour, et puis en haut, c'est-à-dire de plein pied avec ses appartements, le roi entouré de la famille royale. Les jours suivants, les médecins trouvent la jambe du roi enflée et sa fièvre augmentée. Désemparés par cette maladie qu'ils ne maîtrisent pas, ils multiplient les traitements inefficaces. Frotter la jambe du roi avec des linges chauds ou la plonger dans des bains d'herbes aromatiques au vin de Bourgogne. Une lettre clairvoyante de Madame Palatine, la belle-sœur du roi, traduit l'inquiétude qui se répand soudain au sein de la cour. La maladie du roi m'effraie à tel point que le cœur m'en tremble. On commence à avoir des doutes sur cette dégradation de la santé du souverain dans la mesure où il ne peut plus marcher, il ne peut plus tenir debout. Certes, on avait l'habitude, lorsque Louis XIV avait la goutte, de le déplacer sur une sorte de fauteuil roulant, mais là, Louis XIV est beaucoup plus mal qu'habituellement lorsqu'il a ses crises de goutte, et les symptômes ne ressemblent pas vraiment à la goutte. À partir du 19 août, là, il s'alite, donc il ne va plus sortir de sa chambre. Là, on franchit une étape. La maladie est plus grave que ce qu'il pensait. Tout se concentre dans cette chambre royale qui devient une sorte de petit centre du monde où se joue le dernier acte du règne, une sorte d'acte 5, scène 5, comme dans les grandes tragédies de Racine, où va s'accomplir une mort à la fois théâtrale, grandiose, mais aussi recueillie, pleine de sérénité et de dévotion. Tout va se passer dans cette pièce qui est au cœur du palais de Versailles. C'est une pièce dont il a choisi lui-même l'emplacement en 1701. On est là sur la grande perspective est-ouest. C'est une chambre qui est tournée vers l'est, qui reçoit le soleil levant. C'est une chambre dont il a organisé le décor. Et c'est là qu'il va donc mourir. Louis XIV a porté le système de la cour à sa perfection. Cette idée de rayonnement autour de la personne royale, c'est que tout procède du roi, comme le soleil et ses satellites. Effectivement, l'image du soleil pour Louis XIV est vraiment tout à fait indiquée. Le souverain est détenteur de tous les pouvoirs, tout le monde gravite autour de lui, c'est lui le maître. L'étiquette sous le règne de Louis XIV, c'est la plus complexe d'Europe. Et cette étiquette, elle peut nous faire sourire aujourd'hui. Ces tout petits privilèges, ce que Saint-Simon appelait la politique des petits riens. Avoir le privilège de tenir le bougeoir au coucher du roi, de donner la chemise du roi par la manche droite. Les faveurs qui sont recherchées, c'est celles où il est possible d'approcher le roi avec le moins de témoins possible. Il y a notamment ce qu'on appelle les brevets d'affaires, ceux qui ont la possibilité de l'approcher lorsqu'il est sur sa chaise percée. C'est aussi le moment où le roi part à la chasse. Pouvoir faire partie de l'entourage du roi pendant la chasse, c'était très recherché. Chaque petit privilège, ça fixe les rangs. Et les rangs, ils fixent l'importance des courtisans entre eux. Et c'est finalement un système redoutable qu'a imaginé Louis XIV qui lui permet de tenir sa cour. Et ces courtisans, cette noblesse, au lieu de s'entendre pour contester le pouvoir du roi, elles ont tout entier les yeux tournés vers le roi et elles se disputent entre elles des privilèges. C'est la bonne maxime, diviser pour mieux régner. Tous les espaces de Versailles sont liés à cette vie en représentation. Tout était fait pour que le roi soit vu. Les courtisans qui ont une fonction à la maison du roi sont logés sur place. Ils sont environ 3000. Mais lors des fastueuses fêtes données par le roi, toute la noblesse afflue de Paris et de province. On disait « La cour est fort grosse aujourd'hui ». Elle atteignait alors les 10 000 personnes. Tout le quotidien du roi se déroule en public. Ça commence avec la cérémonie du lever qui a lieu dans la chambre du roi. Et puis ensuite, la matinée est occupée par la messe à la chapelle. Il est visible lorsqu'il se promène dans ses jardins, qui sont des jardins publics.
puis ensuite, il y a les repas du roi, le dîner à midi, le souper le soir, qui sont aussi des moments publics. Et puis la journée se conclut avec la cérémonie du coucher du roi, qui est également un moment public. C'est une vie menée en public. L'étiquette est maintenue jusqu'à la fin, puisque les entrées dans la chambre continuent à être filtrées. On n'entre que si on est invité ou si on a le privilège de pouvoir y pénétrer. Louis XIV, il est sur une scène de théâtre pendant ces derniers jours. C'est-à-dire qu'il est dans son lit, derrière la balustrade, comme dans une scène de théâtre, et finalement, il meurt comme ça, devant toute la cour. Et il a créé ce système de cour, avec ce système de représentation absolue du roi, pour le meilleur et pour le pire. Et Louis XIV, il ne cache jamais ses faiblesses, seulement il montre qu'il y résiste. Et ça, c'est encore plus fort. Le 22 août, Fagon, craignant d'être tenu seul responsable du déclin de son royal patient, convoque 10 médecins de Paris. Ils prennent le pouls du roi chacun à leur tour, par rang d'ancienneté. Ils déploient des trésors d'éloquence pour masquer leur impuissance et proposent des remèdes dérisoires comme le lait d'ânesse, un lait réputé plus digeste que le lait de vache, destiné aux malades en fin de vie. Au XVe siècle, on a encore une idée très floue sur la cause des maladies. En fait, la médecine n'a pas évolué depuis l'Antiquité. On en a encore à Hippocrate, à la théorie des humeurs. Et vu qu'on connaît très peu de choses sur la cause des maladies, eh bien, on pratique les 2 remèdes universels, la purgation, clistère, vomitif, et la saignée. On calcule en poêlettes, ce sont en fait des sortes de petits plats qui vont se remplir de sang, l'importance de la saignée. 3, 4, 5 poêlettes pouvaient représenter jusqu'à 10, 20, 30 centilitres de sang, voire un petit peu plus, ce qui, pour une personne qui est déjà malade et fiévreuse, pouvait se traduire par une perte de connaissance. Louis XIV a sans doute subi plusieurs centaines de saignées. Quant à la purgation, deuxième pratique médicale en vogue du grand siècle, il l'endura stoïquement jusqu'au début de sa dernière maladie. Dangeau l'indique clairement dans son journal, lorsqu'il mentionne que, selon l'expression consacrée, le roi prend médecine. Au XVIIe siècle, lorsqu'on emploie l'expression « prendre médecine », ça signifie que ou bien on va prendre une purgation, c'est-à-dire on va avaler un liquide, une préparation qui va nous forcer à vomir, ou alors qui va nous faire déféquer, ou alors c'est un lavement. Si on prend le cas de Louis XIV, par exemple, son premier médecin exige du roi que le roi prenne médecine 1 fois par mois, 2 fois par mois exceptionnellement, ou 1 fois tous les 2 mois. Et c'est un véritable rituel qui s'installe à la cour et qui est en partie public. Je suis persuadée que si le roi, qui n'a atteint que l'âge de 77 ans, n'avait pas été purgé par Fagon si souvent, et d'une manière si inhumaine, il aurait été au-delà de ses 80 ans. Mais il le purgeait jusqu'au sang. Le roi souffre énormément dans ces quelques jours. Il le dit, il n'a jamais ressenti une douleur aussi vive et les médecins n'ont jamais pu le soulager un seul jour de sa douleur. Le 24 août, on panse la jambe du roi et on découvre une jambe marbrée, selon les termes, de noir. Et donc là, le diagnostic tombe devant l'évidence, c'est la gangrène. À ce moment-là, l'incompétence des médecins éclate au grand jour. Ils n'ont pas su identifier cette maladie et ils ne sauront pas la soigner. Et quand Louis XIV comprend que c'est la gangrène, eh bien, il sait qu'il est perdu. La gangrène est une nécrose des tissus irréversible. Sa progression ne peut être stoppée dans les cas extrêmes que par une amputation. Les chirurgiens pratiquaient alors cette opération radicale à vif, sans anesthésie ni stérilisation. Louis XIV échappa in extremis à cette torture ultime. Les médecins et les chirurgiens connaissent très très bien la gangrène, mais on n'ose pas employer le terme, parce qu'on sait qu'à cet âge-là, la gangrène signifie quasiment la mort, et que rares étaient les personnes âgées qui pouvaient survivre à une amputation à vif. Cette amputation, elle est envisagée assez rapidement par les chirurgiens, et en particulier par Maréchal, le premier chirurgien. Quand Maréchal donne 10 coups de lancette dans la jambe du roi, il constate que la gangrène a énormément progressé, tout le côté gauche. Les sources disent que la jambe du roi est dans un état comme s'il était mort depuis 6 mois. Le souverain réclame lui-même l'amputation, mais les médecins le déconseillent parce que de toute façon, il est trop tard.
Comprenant qu'il n'y a plus rien à faire, les médecins cessent alors tout traitement. Dans cette société encore très croyante, Louis XIV se doit d'accomplir son devoir de chrétien. Avant de s'éteindre, il se consacre avec humilité à la préparation de son âme pour la sauver et se mettre en conformité avec Dieu. Les derniers sacrements sont administrés au roi dès le 25 août. La veille, le 24 août, il apprend que sa maladie est fatale et il demande tout de suite à se confesser, donc à son confesseur, le père Letellier. Il demande ensuite les derniers sacrements, c'est-à-dire le viatique, la communion et l'extrême-onction. La foi du roi est extrêmement ancrée. C'est une foi personnelle, c'est une foi qui le soutient et c'est une foi qui va le soutenir tout à fait naturellement au moment de sa mort. Et on l'entendra même dire, si c'est ça de mourir, j'ai pas peur et j'aimerais souffrir davantage en expiation de mes péchés. Donc c'est une mort édifiante aussi, c'était à la fois la mort d'un roi et c'est à la fois la mort d'un chrétien. Louis XIV porte le titre de roi très chrétien. Lors de la cérémonie du sacre, il tire ses pouvoirs directement de Dieu, ce qu'on appelle la monarchie française, de droit divin. Lors du sacre, son corps se scinde en deux, on pourrait dire, et il a un corps sacré. Et tout au long de sa vie, il est aussi de ses devoirs de roi très chrétien, d'être très assidu pour la religion. Le roi n'est redevable qu'à Dieu, finalement. Le 26 août au matin, Louis XIV demande à son chirurgien combien de temps il lui reste à vivre. Et le chirurgien lui répond en toute franchise 2 jours. Et c'est pour ça qu'il organise dès le 26 août tous ses adieux aux différents membres de son entourage et de sa famille. Le roi, à l'agonie, reçoit d'abord longuement les princes et leur recommande instamment de rester unis. C'est au terme de ce premier discours qu'il prononce ces mots empreints de modestie. « Je compte que vous vous souviendrez quelquefois de moi. » La visite des princesses est l'un des moments les plus douloureux pour Louis XIV, très attaché à sa galaxie féminine. Il ne peut résister aux pleurs de ses filles, de ses petites filles et de la princesse Palatine. Madame Palatine, c'est la belle-sœur du roi. Elle est admise dans la chambre du roi pour les derniers adieux. Elle a retracé ses derniers adieux dans une lettre qu'elle a écrite le soir même. Elle s'étonne de ne pas être tombée sans connaissance, tellement elle était émue et bouleversée par ce qu'elle voyait. Il m'a assuré qu'il m'avait toujours aimée, et plus que je ne le pensais moi-même, qu'il regrettait de m'avoir parfois causé du chagrin. Je me jetai à genoux, pris sa main et la baisai. Il m'embrassa. Et ensuite, c'est l'adieu à Madame de Maintenon. Et il lui dit une phrase curieuse, ne répond pas trop, elle le prend un peu mal, on pourrait dire. Il dit que la seule consolation qu'il a, c'est que, vu l'âge qu'elle a, il est sûr de la retrouver très bientôt au ciel. Il lui demande pardon également de ne l'avoir pas suffisamment aimée, suffisamment rendue heureuse. Et puis, il s'inquiète aussi de son devenir et il la confie aux bons soins du duc d'Orléans. Ensuite, il s'adresse à son successeur, son arrière-petit-fils, donc qui a 5 ans, qui est amené dans la chambre par sa gouvernante, Madame de Ventadour. Donc lui est couché dans son lit, l'enfant s'approche et il va lui adresser un discours extrêmement émouvant dont les paroles ont été consignées par un témoin qui était là, qui était le marquis de Dangeau. Et c'est le discours qui commence par la formule célèbre « Mignon, vous allez être un grand roi ». Mignon, vous allez être un grand roi, mais tout votre bonheur dépendra d'être soumis à Dieu et du soin que vous aurez de soulager vos peuples. Il faut pour cela que vous évitiez autant que vous le pourrez de faire la guerre. C'est la ruine des peuples. Ne suivez pas le mauvais exemple que je vous ai donné sur cela. Il conclut le discours en lui donnant sa bénédiction et en fondant en larmes. C'est un roi qui est lui-même très ému de ce qu'il fait. On voyait un Louis XIV à la tête d'une famille tellement nombreuse que les problèmes de succession n'étaient absolument pas envisageables. On s'aperçoit quand même qu'en 1715, le seul successeur direct de Louis XIV, c'est ce petit enfant de 5 ans, c'est Louis XV, arrière-petit-fils du roi. Donc on voit que les 2 générations entre Louis XIV et Louis XV sont fauchées, chose absolument impensable 15 ans auparavant.
Alarmé par la fragilité de sa dynastie, le roi avait rédigé son testament 1 an avant sa mort. Il y prévoyait une régence jusqu'à la majorité du futur Louis XV, qui devait avoir 13 ans pour régner, suivant les usages de la monarchie. Et il nommait le duc d'Orléans, son neveu qu'il appréciait peu, non pas régent, mais chef d'un conseil de régence. Louis XIV, finalement, il a préparé un coup de théâtre. C'est qu'il a écarté de la régence le duc d'Orléans. Il ne l'écarte pas complètement parce qu'il revient au duc d'Orléans d'exercer la régence. C'est dans l'ordre de succession de la couronne. C'est beaucoup plus subtil. Il le prive de tout pouvoir en le nommant de façon très honorifique président du conseil de régence. Et ce conseil de régence, c'est 13 personnes, dont le duc d'Orléans. Et les 12 autres, c'est les 12 ennemis du duc d'Orléans, dont les bâtards légitimés, le duc du Maine et le comte de Toulouse. Louis XIV avait commis l'impensable en élevant le duc du Maine et le comte de Toulouse, ses fils illégitimes nés de sa liaison avec Madame de Montespan, au rang de princes de sang. Ces bâtards pouvaient donc prétendre à lui succéder, au même titre que ses héritiers légitimes. Cette décision, qui violait les lois fondamentales du royaume, provoqua un tollé au sein de la noblesse. Dans son testament, Louis XIV favorisait notamment le duc du Maine, son préféré. Le duc du Maine reçoit la surintendance du dauphin et de l'éducation du dauphin, et il reçoit surtout la maîtrise de la maison militaire du roi. C'est-à-dire qu'il dispose de la force et il dispose de l'éducation du dauphin. Orléans est sur la touche. Il n'a aucune illusion, Louis XIV, lorsqu'il fait son testament. Parce qu'évidemment, il est très lucide. Et il sait bien qu'au moment même où il sera mort, eh bien, le testament, il sera cassé. Et il le dit très bien aussi dans ses mémoires. Nous pouvons tout ce que nous voulons lorsque nous sommes, mais quand nous ne sommes plus, nous pouvons moins qu'un particulier. Le roi perd progressivement connaissance, mais on essaie quand même de tenter le tout pour le tout, notamment avec l'arrivée du dénommé Brun, qui est une sorte de charlatan. Il s'adresse au duc d'Orléans et lui dit qu'il a un remède pour guérir, dit-il, toutes les gangrènes extérieures, intérieures et infections du sang. Ce remède, ce sont des gouttes qui vont être mélangées dans du vin de Bourgogne, qui était le vin que buvait Louis XIV. On n'a plus d'espoir, donc finalement on consent à ce que le roi prenne ce traitement. Et aussitôt, le roi se remet presque à vivre. Et donc, on crie au miracle. Il y a un mouvement de cour qui se passe là, c'est-à-dire que les antichambres du duc d'Orléans, qui s'apprêtent déjà à exercer la régence, eh bien, les antichambres se vident et les mondes de la cour refluent vers le roi. Mais ça ne dure que très peu de temps parce que l'élixir a en fait un effet très limité. On peut considérer que le fait de prendre de l'alcool aurait donné une sorte de répit. Cet intervalle ne va durer qu'en réalité 24 heures. Ensuite, Louis XIV va aller encore plus mal. Brun s'enfuit en considérant qu'on risque à ce moment-là de le tenir pour responsable de la mort imminente du souverain. Et assez rapidement, le roi sombre à nouveau dans une espèce d'état semi-conscient, voire inconscient. Donc là, on se met à attendre vraiment la mort qui survient au matin du 1er septembre. Dimanche 1er septembre 1715. Le roi est mort ce matin, à 8h15 et il a rendu l'âme sans aucun effort, comme une chandelle qui s'éteint. Lorsque le roi expire, eh bien, le duc d'Orléans va immédiatement rendre ses hommages au petit duc d'Anjou. Il s'agenouille devant et sans qu'il n'ait rien dit, eh bien, l'enfant comprend par ce geste qu'il est le nouveau roi et donc que son arrière-grand-père est mort et il fond en larmes. Il meurt entouré de la faculté, il n'est pas tout seul, il y a aussi les religieux qui se relaient pour prier, il y a tout son service aussi, certains princes de sa famille, et il meurt, je dirais, en spectacle aussi, comme il a vécu quasiment toute sa vie. Dès lors que la mort est constatée, les religieux qui sont dans la chambre se retirent et on ferme les yeux du roi,
On lui met les mains jointes sur son ventre et on prépare la chambre pour les visites de la journée. La règle est de présenter le défunt à visage découvert pendant une journée dans le lit où il est mort. Présenter à qui veut voir, présentation publique, sans ordre, sans hiérarchie, sans apparat, sans rien. Il s'agit de quoi à ce moment-là? Tout simplement de constater qu'il est mort. L'acte de décès de Louis XIV est consigné par le curé Huchon dans le registre de la paroisse Notre-Dame de Versailles. Le roi s'est glissé en toute simplicité entre Louise Boulogne et Élisabeth Prudence-Berger, 2 fillettes mortes en bas âge. Lorsqu'il disparaît, le roi Soleil redevient donc un simple quidam comme les autres. Et son autorité est balayée avec son dernier souffle, puisque dès qu'il s'éteint, ses dernières volontés sont piétinées par son propre neveu, le duc d'Orléans. Le jour même de la mort de Louis XIV, le 1er septembre, alors que le testament est secret, finalement le duc d'Orléans est informé qu'il va être écarté de la régence. Et donc, je veux dire, avec une rapidité remarquable, il s'est organisé pour que le lendemain, le 2, eh bien, il convoque une séance solennelle au Parlement. Et là, il joue son rôle. Il rentre au Parlement, il rappelle les dernières paroles que lui a dit Louis XIV, qu'il lui conserverait tous les droits que lui confère son sang. Et puis ensuite, on ouvre le testament, et là, on s'aperçoit qu'il est écarté de la régence. Alors il feint effectivement de s'en offusquer, de ne pas comprendre. Et finalement, avec quelques arguments, en une après-midi, il retourne les membres du Parlement. Rien de plus facile, il leur promet monts et merveilles. Le Parlement, comme un seul homme, confie l'intégralité de la régence à Philippe d'Orléans et le tour est joué. À partir de là, tout est réglé. Le 2 septembre au soir, c'est entendu. Une quinzaine de jours plus tard, il y a une séance solennelle du Parlement avec un lit de justice. Un lit de justice, c'est une séance au Parlement de Paris en présence du roi. Lors du lit de justice du 12 septembre, c'est le jeune Louis XV qui a 5 ans qui est présent. Et c'est donc en sa présence que, officiellement, les pleins pouvoirs sont confiés au duc d'Orléans, qui est donc reconnu comme régent à part entière. En parallèle des intrigues politiques menées pour briser le testament, commence à Versailles le rituel des funérailles royales. Louis XIV n'ayant laissé aucune instruction, le duc d'Orléans ordonne de reconduire les mêmes célébrations que pour Louis XIII. Le 2 septembre, c'est le jour de l'autopsie. Et donc, on transporte le corps du roi de sa chambre jusqu'à l'antichambre de l'Œil de Bœuf, où est installée une grande table recouverte d'une nappe. On place le corps du roi sur cette table, et donc le roi va être autopsié. Sont là une bonne trentaine de personnes autour de cette longue table sur laquelle est étendu le cadavre du roi qui est dans un état de grande putréfaction et d'odeur très certainement insupportable. On s'aperçoit à l'autopsie de Louis XIV que la gangrène a continué à progresser. Donc là, on est sûr qu'effectivement, il s'agit d'une gangrène qu'on qualifierait aujourd'hui de sénile, qui est partie du pied gauche et qui a remonté tout le long du corps jusqu'à atteindre la tête. C'est au cours de cette autopsie que la dépouille du roi est, de manière symbolique, séparée en 3 parties distinctes, le corps, les entrailles et le cœur. Cette tripartition, c'est une vieille tradition de la monarchie française qui faisait que les souverains étaient à même d'honorer par leur reste 3 emplacements différents. Le roi a 3 tombeaux. Le tombeau du corps à Saint-Denis, la nécropole royale, le tombeau du cœur à l'église Saint-Louis des Jésuites, rue Saint-Antoine, et puis le tombeau des entrailles à Notre-Dame de Paris. Une fois que l'autopsie a eu lieu, eh bien, on embaume le corps du roi et on remplace donc les entrailles par toutes sortes de plantes traditionnellement conservatrices, et puis aussi ce qu'on appelle de l'étoupe, une sorte de tissu qui permet de redonner forme également au corps du roi. Le corps de Louis XIV est trop abîmé pour que l'on puisse même embaumer, le présenter. Donc, le corps est embaumé parce que c'est la tradition, disons, mais il est immédiatement mis en bière. Et on va le mettre dans un double cercueil de chêne et de plomb. Et là, vraiment, le corps du roi disparaît définitivement.
C'était la première fois que ça se passait comme ça, parce que dans les temps plus anciens et jusqu'à Henri IV, il y avait une effigie en cire qui reproduisait de façon très réaliste les traits du souverain. Et cette effigie avait d'ailleurs droit à tous les honneurs du roi encore vivant, même on lui servait des repas. Et c'est Louis XIII qui a voulu rompre avec cet usage, estimant qu'il était trop païen. Il a décidé qu'il n'y aurait plus d'effigie. Lorsque le roi est dans son cercueil, on ne va plus l'exposer dans sa chambre mortuaire, mais on va l'exposer dans le salon de Mercure. Ce salon de Mercure, qui était une des anciennes chambres de parade du roi, va servir à cette pompe funèbre. On transporte donc le corps du roi en 3 morceaux sur un podium sur lequel on étend un drap d'or et sur lequel on pose le cercueil. Sur le cercueil, on dépose le cœur et au pied du cercueil, on dépose les entrailles. Là, pendant une bonne semaine, vont pouvoir défiler dans un ordre protocolaire strict les grands corps de l'État, les ambassadeurs, les ecclésiastiques qui viennent là jeter l'eau bénite. Donc c'est un véritable spectacle qui se perpétue pendant 8 jours. Le 9 septembre, à la fin du jour, à 7h du soir, le cercueil va être descendu dans la cour royale du château de Versailles, où un grand char funèbre l'attend. Et là, il faut imaginer des centaines de personnes qui sont chargées de l'escorter. Ça va commencer par, bien sûr, les gardes. Il va y avoir aussi un cortège de pauvres vêtus de gris qui vont tenir un cierge. Et puis tous les officiers de sa maison, les aumôniers, toute une série de carrosses, de princes qui vont accompagner le roi. Et puis, le cortège va quitter Versailles par l'avenue de Paris, descendre jusqu'au pont de Sèvres, traverser la Seine au pont de Sèvres, et puis après, longer le bois de Boulogne pour gagner Saint-Ouen et Saint-Denis. La population de Paris est sortie pour voir passer ce spectacle extraordinaire de 2500 personnes avec la garde royale, les tambours qui battent sourdement, les flambeaux portés par tout le monde. Et comme le convoi dure longtemps, ils ont dressé des tentes, ils ont même apporté à boire et à manger, et ils ne sont pas forcément dans un grand recueillement. Certes, les Parisiens ripaillent, et quelques mauvaises langues lancent ici et là des propos malséants. Une légende tenace voudrait même que Louis XIV ait été transporté en catimini. Mais le rituel était de convoyer de nuit les grands personnages. Au petit matin, l'imposant cortège royal parvient devant Saint-Denis, où le clergé prend en charge le corps du roi. Il y a une symbolique, évidemment, à partir de Versailles le soir et à arriver le lendemain matin à Saint-Denis. On passe de la mort, de la nuit, à la résurrection, à la lumière. Le corps du roi est d'abord exposé pendant 1 semaine sur un immense catafalque dans le cœur de la basilique. Puis, le temps de préparer le fastueux décor de la cérémonie, il est déplacé pendant 42 jours dans le chevet. Et il faut à ce moment-là, pour accueillir tout le public qui va venir dans la cérémonie de Saint-Denis, transformer l'église en salle de théâtre, moi je dirais même en salle d'opéra. On construit des loggias. On drape l'église tout entière de noir. On occulte toutes les fenêtres. Tout est noir là-dedans. Mais des milliers de cierges vont éclairer. Et au milieu de tout cela, un gigantesque catafalque à l'intérieur duquel on place le cercueil. On a une vision de l'église qui est une église gothique complètement transformée. On est dans un espace baroque et sur toute la hauteur. Le service qui est chargé d'organiser la pompe funèbre du roi, en fait, c'est ce service, ce mythique service qu'on appelle les menus plaisirs. Ces menus plaisirs, dont le titre exact est Argenterie, menus plaisirs et affaires de la chambre, est chargé, entre autres, de tout ce qui est manifestation éphémère de la cour. Alors ça peut être des fêtes, bien sûr, ça peut être le sacre du roi, ça peut être des fêtes données dans les jardins, mais aussi les fêtes moins gaies, c'est-à-dire les pompes funèbres. Et à Saint-Denis, ce sont les menus plaisirs qui sont chargés de concevoir cette gigantesque décoration funèbre qui est considérée vraiment comme une décoration théâtrale et qu'on va admirer comme on admirerait une décoration de théâtre.
On va voir défiler tous ceux qui veulent se faire voir, car c'était là qu'on pouvait montrer quelle était sa véritable situation à la cour. Quels vêtements portait-on? Quelle place avait-on? Avant qui pouvait-on passer? Qui pouvait-on écarter? C'est le petit côté, mais fondamental par la société de cour, de ces funérailles si longues. Le 23 octobre, après la messe de 5 heures célébrée en sa mémoire, Louis XIV est prêt pour le repos éternel. Mais son cercueil ne rejoindra pas encore ceux des autres membres de sa famille. Il viendra remplacer celui de Louis XIII, entreposé dans ce qu'on appelait le caveau d'attente, réservé à la dépouille du dernier roi défunt. On va le descendre à l'entrée du caveau. Au pied des marches, la tête tournée vers l'entrée du caveau, comme s'il attendait son successeur. Et c'est lorsque son successeur mourra que son corps sera transporté au fond du caveau et qu'il rejoindra les autres, et que le cercueil de son successeur viendra prendre la place. Et, avant de refermer, on assiste à cette fameuse cérémonie où les différents insignes de la monarchie sont déposés sur le cercueil, le gantelet, l'écu, le aume, les éperons, l'épée, la bannière de France, le pennon, la bannière propre du roi. Et c'est à ce moment-là que le roi d'armes de France va pousser le cri célèbre « Le roi Louis XIV est mort, longue vie au roi Louis XV », ce qu'on a traduit par « Le roi est mort, vive le roi », et toute l'assistance reprend le « Vive le roi », 3 fois. La musique se met à sonner, les tambours jouent, les trompettes sonnent, et de partout on crie « Vive le roi ». Donc c'est une cérémonie funèbre, le roi est mort, mais c'est aussi une cérémonie d'avènement, « Vive le roi ». À Paris, d'autres offices tout aussi spectaculaires furent donnés dans les semaines suivantes, à Notre-Dame et à la Sainte-Chapelle. Et pendant toute une année, des funérailles royales furent organisées partout dans le royaume de France et dans les pays voisins d'Europe, à Rome ou en Espagne, jusque dans le reste du monde, au Mexique ou au Pérou, pour rendre un dernier hommage à Louis le Grand. Sa dépouille repose encore aujourd'hui à Saint-Denis, par la volonté de Louis XVIII, dernier roi français inhumé à la basilique, qui a fait restaurer la nécropole royale 25 ans après sa profanation. Les ossements de Louis XIV, récupérés pêle-mêle dans la fosse commune avec ceux de Louis XIII, Henri IV, Marie de Médicis et tant d'autres, sont aujourd'hui réunis dans le même ossuaire, derrière ces murs. Et dans la chapelle des Princes, qui abrite les cercueils d'Adélaïde et Victoire de France, les filles de Louis XV, des princes de Condé, du duc de Berry, de son fils et de sa petite-fille, Isabelle d'Artois, morte à un jour, le cœur de Louis XIV a rejoint, comme il l'avait voulu, celui de son père Louis XIII, au centre de l'armoire au cœur. Sur la boîte de vermeil est gravée cette épitaphe. Ici est le cœur de Louis XIV, par la grâce de Dieu, roi de France et de Navarre très chrétien. Décédé en son château de Versailles le 1er jour de septembre 1715. Requiescat in pace.